L'Office de tourisme de Hong Kong présente Le monde à découvrir. Oui, chers amis de Sud Radio, celle que l'on surnomme à la fois la New York de l'Asie. La perle d'Orient n'est pas seulement une ville, c'est surtout une destination, un territoire qui laisse tout visiteur étonné de la richesse des expériences possibles. Où peut-on en effet passer de la contemplation de temples antiques à celle de gratte-ciel scintillant depuis une baie mythique, d'un trek urbain à une balade dans la jungle pour finir sur une plage sublime et enfourcher une planche de surf, de village de pêcheurs traditionnels avec maisons sur pilotis au bar panoramique d'un palace à 484 mètres du sol. Avoir sous la main une soixantaine de musées, 262 îles et une centaine de monuments historiques à visiter. Pourtant, Hong Kong, c'est pas plus grand que la Martinique, mais c'est maintenant une promesse culturelle en plein essor, nichée dans un écrin de verdure où, miracle, les trottinettes sont interdites, les habitants sont polis, les 163 stations de métro sont propres comme les sanitaires d'un palace et où les incontournables transports en commun sont sans grève et toujours à l'heure. Vibrante, électrique, étonnante, surprenante, la seule bonne question à se poser lorsqu'on s'apprête à visiter Hong Kong, c'est « mais par où commencer ?» En écoutant maintenant le monde à découvrir consacré à Hong Kong, c'est maintenant et vous le saurez tout de suite. Oui. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et on va commencer avec une petite musique d'un artiste Cass Fang, artiste Hong Kong de ce qu'on appelle le cantopop, avec ce tube en se réveillant d'un rêve qui va nous mettre dans une ambiance un peu zen et à la fois très douce. C'est mignon ça. Là on est à Hong Kong. Quand on ouvre la radio, on est susceptible de tomber sur cette musique. Pour cette émission, nous allons accueillir, et il est là présent sur notre plateau, Christophe Meigel, qui dirige l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris, qui est un voyageur et un amoureux de Hong Kong depuis l'âge de 6 ans, Christophe. Oui, effectivement, j'habitais en Corée du Sud à l'époque, fils d'expatriés coréens, français en Corée, et on passait à Hong Kong à chaque retour en France via la compagnie Cathay Pacific, qui est la compagnie de Hong Kong. Et j'y suis allé 12 fois avant de travailler pour l'Office de tourisme parce que j'étais vraiment un passionné de la destination et je l'ai vu grandir, évoluer avec moi. Et c'était un but de travailler dans cet Office de tourisme de Hong Kong ? Oui, vraiment. Quand j'ai fait ma formation en marketing management dans le tourisme, j'avais vraiment la destination Hong Kong comme rêve à promouvoir. Et votre rêve s'est réalisé ? Exactement. Stéphanie Frossard, vous êtes à Hong Kong depuis 15 ans. Vous êtes guide et cofondatrice de l'agence Hong Kong à la carte. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe. Et vous êtes à Hong Kong en direct en ce moment où il fait, me dit-on, un temps sublime. Magnifique, venez nous voir. Cyril Delettre, vous êtes aussi à Hong Kong en ce moment. Vous êtes un artiste photographe installé à Hong Kong et cofondateur il y a 8 ans de la galerie à Hong Kong. C'est quoi la galerie, Cyril ? Alors la galerie est une galerie photo, plutôt dédiée à la photographie. Nous sommes sur Hollywood Road, c'est-à-dire dans le centre de ville, sur l'île de Hong Kong, et nous accueillons des artistes à la fois hongkongais, chinois, taïwanais, coréens, et aussi des artistes, beaucoup d'artistes français. Donc on essaye d'être un pont entre les deux cultures, entre les deux visions du monde, et de les compléter, de faire découvrir aux gens, aux Hongkongais, certains artistes occidentaux, et à faire découvrir aux expatriés les artistes chinois et hongkongais. Et ce soir, nous allons faire découvrir aux auditeurs de Sud Radio Hong Kong. Nous allons briser quelques idées reçues et la découvrir sous un angle et sous un jour un peu différent. Déjà, Christophe Meigel, vous qui dirigez l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris, parlez-nous de la physionomie de cette destination. Pour nous, on croit que c'est juste une ville plantée là avec des gratte-ciel, mais non. Voilà, les gratte-ciel de Hong Kong, ça reste l'image la plus percutante, la plus inoubliable et celle à laquelle on revient toujours avec grand plaisir à chaque fois qu'on va à Hong Kong. C'est très impressionnant, c'est magique. Mais c'est 5% du territoire. C'est ça. Le territoire de Hong Kong, c'est beaucoup plus vaste. C'est à peu près 40 km sur 30, donc vaste, mais pas non plus monstrueusement vaste. Et c'est surtout une diversité assez impressionnante et totalement inattendue. C'est vraiment une péninsule déjà, pas juste une ville. Donc géographiquement une péninsule avec au total 262 îles. Bon, on pourra débattre sur la 263e. Mais voilà, 262 îles, des hauts plateaux, certains paysages marécageux, des réserves d'oiseaux, des réserves géologiques. Et autant d'activités qui peuvent être associées à cette diversité géographique assez unique sur une superficie aussi petite, avec aussi bien bien sûr des plaines qui ont été aménagées par l'urbanisation, mais beaucoup de randonnées possibles justement sur les hauts plateaux, dans les montagnes et sur les littoraux qui sont absolument magnifiques. Toutes les activités de plage et les activités balnéaires qu'on peut imaginer. C'est incroyable en fait. De voile, de yachting pour les moins sportifs.
le balnéaire et toutes les activités culturelles en ville, en fait. On a une diversité d'activités assez unique grâce à cette géographie unique aussi. Et aussi une promesse culturelle dont on parlera tout à l'heure. Mais dans la physionomie, il y a 3 grands pôles. Il y a l'île de Hong Kong, Kowloon et les territoires nouveaux. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on peut dire. Ce qu'on connaît de Hong Kong, c'est vraiment ce qu'il y a autour de la baie Victoria, Victoria Harbour en anglais. De part et d'autre de la baie, vous avez Kowloon au nord et l'île de Hong Kong au sud. Les gratte-ciel de l'île de Hong Kong, ce sont vraiment les plus connus. C'est vraiment sur la partie nord de l'île de Hong Kong. Et rien qu'avec quelques heures passées sur l'île de Hong Kong, on se rend compte de la diversité de la destination. Parce que les gratte-ciel occupent la partie du littoral nord, qui est séparée du littoral sud par une petite chaîne de montagnes également, dont le mythique pic Victoria, qui est un peu la tour Eiffel locale, on y monte, en funiculaire, le pic tram, pour avoir une vue justement absolument magique sur la baie Victoria. Mais depuis le pic, on voit le littoral sud, qui est un petit peu la Riviera de Hong Kong, avec des très jolies plages, des marinas et aussi des sentiers de randonnée dans les parcs naturels. Il y a déjà 4 parcs naturels sur l'île de Hong Kong même. D'accord. C'est assez surprenant. Stéphanie, parlez-nous de l'endroit où vous habitez. Vous êtes de guide à Hong Kong depuis 15 ans et il paraît que vous habitez sur une île. C'est quand même assez merveilleux. Alors au départ, j'habitais sur une île. Aujourd'hui, j'habite sur la partie continentale et je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre justement quand on n'a pas encore mis les pieds à Hong Kong. Ouais. Donc moi, j'habite sur la partie continentale, sur la partie Sai Kung qui finalement appartient au nouveau territoire, comme vous l'expliquiez. Mais il n'empêche que je vois la mer de ma fenêtre et que la mer est à proximité de la plupart des destinations sur le territoire de Hong Kong. Donc, j'habite dans un endroit qui est assez moderne, urbanisé récemment, mais j'ai la montagne juste derrière chez moi. Donc, régulièrement, j'emmène ma fille faire le lever du soleil juste derrière chez moi avant d'aller travailler et elle avant d'aller à l'école. Donc, c'est toute la qualité de vie et la qualité des visites qu'on peut avoir ici, ce mélange entre l'urbain et la nature. Stéphanie, est-ce qu'on peut dire, parce que beaucoup d'auditeurs de Sud Radio sont des randonneurs, est-ce qu'on peut dire que Hong Kong est une destination idéale pour les randonneurs ? Tout à fait, c'est vraiment une destination idéale. C'est d'ailleurs une destination qui a sa place aussi dans les championnats de trail running, par exemple. Il y a des compétiteurs mondiaux qui viennent régulièrement à Hong Kong pour faire des courses ici. Donc, c'est vraiment une destination hike et rando. Donnez-nous un exemple de randonnée facile ou difficile, qui va d'où, qui part d'où, qui monte, ça descend. Est-ce que on passe dans la jungle? Comment ça se passe quand on est randonneur à Hong Kong? Alors, ça monte beaucoup à Hong Kong. On n'a pas cette image-là à la base, mais comme la mer est toujours tout près, on a forcément beaucoup de dénivelé rapidement parce qu'on part régulièrement du bord de mer pour y revenir. La destination randonnée la plus classique sur l'île de Hong Kong, c'est le Dragon's Back, qui a été élu il y a quelques années la meilleure randonnée urbaine par le Time Magazine. Donc ça, c'est vraiment un classique parce que c'est une randonnée qui dure 2-3 heures qu'on peut faire depuis le côté urbain justement de l'île de Hong Kong. On y est en une demi-heure et c'est vraiment tout de suite le contraste entre les deux. Moi, mes préférés sont plutôt dans les nouveaux territoires. J'aime bien m'éloigner et m'enfoncer vraiment justement dans la jungle et la nature. Donc j'aime beaucoup le Pat Sing Leng, par exemple, qui est à la frontière avec la Chine, qui permet justement d'avoir des vues magnifiques à la fois sur le côté hongkongais et sur le côté Chine. C'est un paysage très escarpé, avec la mer autour, des réservoirs, la faune également. J'aime beaucoup les randonnées sur l'île de Lantau aussi, qui est le poumon du territoire, puisque c'est une île qui est quasiment sans habitants, qui est très très verte. Très bien. Eh bien, restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Stéphanie, on vous retrouve tout à l'heure. On va marquer une petite pause et nous vous parlons de Hong Kong, une destination dont nous vous révélons ce soir tous les charmes, toutes les surprises et qui est, contrairement à ce qu'on croit, une ode à la nature. À tout de suite. L'Office de tourisme de Hong Kong présente Le monde à découvrir. Et nous parlons et nous découvrons cette destination, ce territoire assez incroyable d'ailleurs qu'on découvre, que j'ai découvert en préparant cette émission et qui m'a beaucoup surpris avec Christophe Megel qui dirige l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris, Stéphanie Frossard qui est en direct en ce moment depuis 15 ans à Hong Kong, guide et cofondatrice de l'agence Hong Kong à la carte, et Cyril Delettre, artiste photographe installé à Hong Kong et qui a créé il y a 8 ans la galerie à Hong Kong. Justement, Cyril, vous allez nous parler de votre quartier à vous. Vous êtes où exactement situé ? Alors, la galerie est située dans un quartier assez central, qui s'appelle d'ailleurs Central, c'est sur l'île de Hong Kong, c'est à côté du quartier financier, c'est un quartier historique. C'est le centre-ville un peu, non ?
Oui. Ce qu'on appelle chez oui. nous le centre-ville. Voilà, sachant qu'ici le mot centre-ville est un petit peu... Ça ne veut rien dire, oui, c'est vrai. Voilà. Donc on est sur Hollywood Road, qui est la rue où il y a à la fois les antiquaires, il y a le Manmo Temple, qui est un temple magnifique, historique, qu'on peut, si ça vous amuse, de regarder les tribulations d'un Chinois en Chine. Oui. On découvre le Manmo Temple avec Jean-Paul Belmondo et on voit, c'est assez rigolo de voir le temple il y a dans les années 60 et aujourd'hui. D'accord. Et le quartier qui a un peu changé, mais on retrouve toujours un peu cette humeur dans la ville. Et cette rue remonte et on passe devant la galerie et on va vers le quartier de ce qu'on appelle Lai Kwai Fung, qui est le quartier des bars. Et il y a au milieu un centre historique que l'on appelle Heritage, c'est-à-dire le Tycoon. C'est l'ancien police. Oui. Un ancien poste de police. Un ancien poste de police qui a été transformé. D'accord. Alors, il y a un bar dans la prison, il y a une très belle place avec un arbre et des bars, et c'est un endroit assez formidable pour venir se promener, boire un verre. D'accord. Et il y a aussi un musée qui accueille de très très belles expositions. On a eu il y a peu de temps une magnifique exposition Murakami qui a pris tout le musée, et c'était une exposition absolument spectaculaire. Rappelez-nous qui est Murakami. Alors Murakami est le plus grand artiste contemporain japonais aujourd'hui. Très bien. Christophe Megel, parlons un petit peu du côté pratique d'Hong Kong. Comment on le découvre? D'abord, on arrive après 12 heures d'avion à l'aéroport. Comment on va à Hong Kong? On y va en vol direct avec Cathay Pacific ou Air France. D'accord. Là, les liaisons commencent à reprendre. Ça reprendra davantage l'année prochaine. Oui, c'est 12 heures. Hein. C'est 12 heures de vol, effectivement. On arrive à l'aéroport qui est extrêmement pratique, propre, sûr. Ah bah ça, je l'ai dit. Hein, ça change un petit peu de l'aéroport de départ en général. C'est très agréable d'arriver justement quand on est un petit peu fatigué, un peu jet-lagué. Il y a 6 heures d'écart en été, 7 heures d'écart en hiver. À Hong Kong. Depuis l'aéroport même, tout est fait pour vraiment faciliter l'expérience des visiteurs. On prend une navette, on prend quoi, un bus? Oui, il y a un train rapide qui part directement de l'aérogare, donc pas besoin de marcher 3 km et de chercher, on le voit directement. On monte dedans, on arrive soit à Kowloon, soit sur l'île de Hong Kong où se trouve la majorité des hôtels, en 24 minutes pour l'île de Hong Kong. Donc c'est extrêmement rapide, extrêmement fiable, précis, de 5h du matin à 1h du matin. Et ce qui frappe à Hong Kong, c'est ce côté pratique de la locomotion. Il y a toujours des bus, des taxis, il y a toujours des... Ça, c'est incroyable. Oui, exactement. Dès l'aéroport, comme je vous disais, on peut prendre ce qu'on appelle la carte Octopus, qui est un peu le pass magique là-bas. Ça, il faut le prendre. Ça, il faut le conseiller de le prendre, ça? Oui, c'est vraiment un must, même pour une journée. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas le temps de passer plus de temps à Hong Kong, c'est vraiment dommage, mais dès une journée et jusqu'à 7 jours ou 10 jours, qui est la durée qu'on recommande vraiment pour visiter Hong Kong. On prend le pass Navigo qu'on charge le pass Navigo, pardon, c'est ma parole de parisien qui déborde. C'est le pass Octopus. C'est bien plus pratique, effectivement, le pass Octopus qui permet de prendre tous les transports, y compris l'airport express, et le même métro. De régler des fois des petits achats. Voilà, le métro, le tramway, les ferries pour aller sur les îles. Je parlais de 262 îles, il y a beaucoup de ferries qui permettent de rejoindre les îles principales notamment. Et également de payer les achats de proximité dans toutes les petites boutiques d'épicerie et snacks et supermarchés locaux. Stéphanie Frossard, vous qui êtes guide à Hong Kong, qu'est-ce que vous conseillez aux voyageurs? Comment vous voyez, comment on visite Hong Kong à pied? On prend le tram, on prend les funiculaires, on se débrouille avec les moyens de transport en commun? Alors, effectivement, on fait beaucoup de choses à pied, puisque Hong Kong, c'est une ville qui est très concentrée, un territoire qui est très concentré. Donc, même quand on sort de la ville, finalement, on peut faire beaucoup de choses à pied. Et ensuite, on privilégie effectivement les transports en commun qui sont d'une simplicité et d'une fiabilité exceptionnelle. Exemplaire, on peut dire même. On peut vraiment tout faire avec un transport. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment très agréable. On a des transports historiques tels que le Ding Ding, comme l'appellent affectueusement les habitants de Hong Kong, qui est le tram impérial unique au monde, qui relie toute la partie nord de l'île de Hong Kong. On a le Star Ferry qui permet de traverser la baie, qui est toujours un moment enchanteur, même pour les résidents comme moi qui habitent à Hong Kong depuis 15 ans.
et le Pic Tram qui vient de faire peau neuve et qui permet de rejoindre le Pic Victoria. Alors dans les paradoxes que cette ville recèle, et il y en a beaucoup, vous proposez, alors c'est une ville très urbaine, on le sait, entourée par un écrin de verdure, mais vous proposez à l'intérieur de la ville un ghost tour. C'est quoi ce ghost tour? Le tour des fantômes? C'est ça. En fait, Hong Kong, c'est une ville très riche au niveau culturel et en particulier au niveau des superstitions. Donc, le passé de Hong Kong assez tumultueux et ses superstitions locales font qu'il y a beaucoup d'histoires de fantômes parce qu'il y a eu des drames dans l'histoire de Hong Kong. Il y a eu des épidémies, la peste a été découverte à Hong Kong. On a eu la Seconde Guerre mondiale, l'occupation japonaise, il y a eu des glissements de terrain. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, à Hong Kong, comme le territoire est assez petit, eh ben, s'il se passe quelque chose d'affreux, on ne peut pas juste se dire on ne fait plus rien à cet endroit-là et on va s'installer ailleurs. On est obligé de réutiliser les endroits et ces histoires cohabitent avec les vivants. Donc, c'est assez fascinant. Et donc, vous proposez un tour dans la ville pour... Voilà. Ça va d'où à où, ce tour? Tout à fait. Donc, c'est un tour que je fais Donc, en général, ça part de Sai Ying Pun, qui est sur le côté ouest de l'île de Hong Kong, qui est le quartier qui a été urbanisé le plus tôt. En fait, quand les Anglais sont arrivés et ont installé la colonie à Hong Kong, les Chinois se sont installés plutôt dans ces quartiers-là, qui ont été rapidement très peuplés. Et ensuite, on va vers Wan Chai, qui est de l'autre côté du quartier central, donc de l'autre côté de la City, toujours sur l'île de Hong Kong. Et vous faites ça de nuit? C'est un quartier traditionnel, voilà, de nuit. Ah oui, et on voit des fantômes ou pas? J'en ai jamais vu, mais je mets les touristes dans l'ambiance. Ah oui, ça c'est chouette de venir, parce qu'en fait il y a une culture aussi chinoise, feng shui, sur le surnaturel, sur les choses superstitieuses comme ça, et elle est vibrante encore à Hong Kong. C'est pas un territoire uniquement urbain. Il reste encore des choses comme ça. Oui, tout à fait. Même dans les bâtiments les plus récents qui ont été construits dans le quartier des affaires, une grande place est donnée à ces traditions-là, au feng shui. On consulte les maîtres feng shui à la fois pour l'architecture, pour l'aménagement à l'intérieur des bureaux. Quand on emménage dans un appartement, on fait aussi attention à ça. Il y a eu cette nouvelle ligne de train rapide qui a été construite il y a peu sur le territoire de Hong Kong. Là aussi, il y a eu toutes ces considérations sur le fait que le train traversait le territoire comme un couteau et que du coup, il fallait rétablir les équilibres feng shui autour de cette ligne de train. Donc, c'est assez fascinant de voir à quel point ça perdure dans ce monde moderne. D'accord. Christophe Meigel, votre Hong Kong à vous, est-ce qu'il est aussi urbain que celui de Stéphanie, ou alors vous aimez bien partir à droite, à gauche, autour de la ville? Un peu comme Stéphanie. On part de la ville, mais on aime surtout être dans la nature de Hong Kong. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le cœur de la destination et vraiment à l'inverse de l'image qu'on s'en fait. Complètement. On passe vraiment ces journées dans la nature, sur les îles, sur les littoraux, à la montagne. Et on revient profiter des loisirs de la ville, des bars-restaurants, l'animation le soir, les lumières absolument magiques. Et justement, qu'est-ce qu'on mange à Hong Kong? C'est une très bonne question. Nous sommes français, donc on adore la gastronomie, la bonne chère. À Hong Kong, on a vraiment, un peu comme les activités, vraiment tous les possibles au niveau de la gastronomie. La gastronomie locale, c'est la gastronomie cantonaise, donc du sud de la Chine, avec des spécialités qu'on attribue souvent à Hong Kong, comme les dim sum. Donc on parle souvent des tapas en Espagne. Les dim sum, c'est des petits raviolis à la vapeur? Non, c'est vraiment comparé aux tapas en Espagne. C'est plutôt un mode de restauration. C'est-à-dire qu'on picore. On picore des petites bouchées qu'on partage souvent en famille à l'heure du brunch le dimanche. Et pour les Hongkongais comme pour les visiteurs, ça se fait un petit peu tout le temps, mais surtout le matin, le midi, normalement, traditionnellement, également le soir dans les restaurants. Et ce sont surtout des bouchées vapeur servies dans des paniers bambou. C'est ce qui est extrêmement joli à voir et extrêmement goûtu. Ah oui, ça faut vraiment essayer. À essayer. Dans certains restaurants, c'est encore servi sur des petits chariots à l'ancienne, donc avec vraiment le goût local. Oui, c'est ce que me aussi. disait Stéphanie aussi, avec les serveuses qui hurlent le plat. Oui, voilà, c'est ça. Après, on prend le panier, on a on va dire la petite surprise à l'addition, mais c'est vraiment très peu cher. Donc c'est toujours une très bonne surprise dans ce genre de restaurant de spécialité locale. Et pareil, contraire à l'idée reçue qu'on a de Hong Kong, si on mange local, des spécialités locales, ça coûte vraiment pas cher de se restaurer à Hong Kong. Il y a une belle offre d'hôtellerie à Hong Kong? Oui, et aussi, pareil, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas que des hôtels de luxe, c'est une offre vraiment très large.
On peut se loger à partir de 60-70 € la chambre pour 2 personnes. Très bien. Ce qui est très, pour déjà des hôtels très confortables. Et dans la ville ou sur le territoire? Surtout au centre-ville. D'accord. Au sud de Kowloon, au nord de l'île de Hong Kong, où se concentre la majorité des hôtels. Et comme on disait un petit peu plus tôt, la diversité des activités, mais également la proximité de ces activités, fait qu'on peut choisir un seul hôtel à Hong Kong, négocier des meilleurs tarifs sur un plus long séjour et vraiment poser ses valises. Et le gros luxe du voyageur à Hong Kong, c'est de pouvoir décider de son activité au jour le jour depuis son hôtel. C'est ça, il ouvre, comme vous l'avez dit, voilà, on ouvre les rideaux, on regarde la météo, la température, on écoute un petit peu son corps, voir ce qu'on a envie de faire, la fatigue ou pas, ou l'énergie qu'on a, et on adapte l'activité en fonction de ses humeurs, ses envies, et ça c'est un luxe assez unique dans le monde qu'on peut retrouver à Hong Kong en tant que destination touristique. Génial, restez avec nous chers amis Sud Radio, nous continuons à vous parler de Hong Kong, une destination dont nous vous révélons tous les charmes et les secrets, les surprises ce soir, et dans un instant nous serons avec Cyril Delettre, artiste photographe, qui nous révélera son coin préféré à Hong Kong. À tout de suite. L'Office de tourisme de Hong Kong présente Le monde à découvrir. Nous découvrons le territoire, la destination de Hong Kong ce soir, une destination dont nous vous révélons évidemment tous les charmes, les secrets, les surprises. Et ils sont nombreux parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues que nous brisons allègrement. Et nous sommes avec Christophe Megel, qui dirige l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris, Stéphanie Frossard, qui est depuis 15 ans à Hong Kong, guide et cofondatrice de l'agence Hong Kong à la carte, et Cyril Delettre, artiste photographe. Justement, une question pour vous, Cyril, vous qui êtes un homme de l'image, et vous savez que beaucoup d'influenceurs et de blogueurs nous écoutent. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez de photographier en premier à Hong Kong? Hong Kong est une ville très très photogénique. C'est vrai que les gens ont tendance à photographier les buildings. Moi, j'aurais tendance à aller plutôt dans des quartiers un peu loin du centre. En ce moment, je me promène beaucoup dans le quartier d'Aberdeen, qui est un port au sud de l'île, où c'est très vibrant, très animé, c'est très authentique. Il y a le port, il y a tous les bateaux, il y a moyen de faire une petite promenade pour quelques sous avec un sampan au milieu du port et de voir cette ville côté vraiment maritime. Parlons un petit peu des musées, Christophe Megel. J'ai dit tout à l'heure dans l'introduction qu'il y en avait combien? 100, une soixantaine. Environ 60, oui. Dont une petite quinzaine de musées publics. D'accord. Donc ça, c'est une très belle offre culturelle. On ne s'attend pas à trouver 60 musées dans une ville comme Hong Kong. Oui, voilà. Et l'avantage des musées de Hong Kong, c'est qu'ils sont faits de façon très pédagogique. Donc même si on ne parle pas bien anglais, qui est toujours langue officielle là-bas, donc tout est bien écrit en anglais, même avec un faible niveau d'anglais, on peut comprendre l'exposition grâce à beaucoup de reproductions en taille réelle, d'ateliers interactifs. C'est un peu une muséographie à l'américaine. Oui, simple, voilà, vraiment. Didactique. Vraiment intermédiaire entre l'européenne, avec vraiment les informations clés qui sont quand même regroupées, et un côté didactique et ludique, qui sont très agréables, surtout quand on est visiteur étranger. Comme Allez, ça. les 3 musées qu'il ne faut pas rater à Hong Kong. Alors, c'est dur, c'est difficile. Oui, pour le premier, je vais regrouper les nouvelles ouvertures. Parce qu'on a un nouveau quartier à Hong Kong qui s'appelle le West Kowloon Cultural District, donc le quartier culturel de West Kowloon, avec le musée M+, qui a ouvert l'année dernière. Qui est le premier grand musée d'art contemporain visuel en Asie, avec des collections assez ahurissantes dans un bâtiment qui lui est déjà très intéressant à parcourir. Donc un must. Juste à côté, un nouveau musée qui a ouvert en juillet cette année, qui est le Hong Kong Palace Museum, qui est un musée qui permet de découvrir pour la première fois des œuvres du musée du Palais de Pékin en dehors de la Chine continentale. D'accord. Donc avec une collection d'art traditionnel chinois, donc en contraste total avec le musée M+, et ses arts visuels contemporains à proximité. Et pour le triptyque de ce quartier, le Xiku Center, ça s'écrit X-I-Q-U, pas comme ça se prononce. C'est un musée un peu comme la Philharmonie de Paris ou ce genre d'établissements culturels musicaux qui est dédié à l'opéra cantonais. Donc un peu comme on disait pour les côtés traditionnels de Hong Kong qui perdurent. L'opéra cantonais fait partie des arts vivants qui perdurent à Hong Kong, et dans ce musée, on permet de le découvrir de façon ludique, interactive, aussi beaucoup plus accessible que les spectacles eux-mêmes. Donc ça, c'est le numéro 1. Après, en numéro 2, je mettrai le musée d'histoire de Hong Kong, qui est au nord-est de Kowloon, qui permet vraiment de découvrir toute l'histoire de Hong Kong depuis la création géologique, donc même il y a quelques millions d'années, jusqu'à 1997 et la rétrocession à la Chine continentale.
Via une marche. On marche à travers l'histoire et on voit les reproductions en taille réelle de Hong Kong au travers de l'histoire, des différentes dynasties. C'est extrêmement fascinant, extrêmement facile à s'approprier en 2 ou 3 heures de temps. Et ça coûte 1 ou 2 euros pour l'entrée. Donc rien du tout pour en les plus, c'est très peu cher. Oui, les musées publics sont vraiment peu onéreux et même les musées privés sont globalement moins chers que dans les autres destinations. Et certains sont gratuits. Voilà, certains gratuits, notamment le mercredi, donc à reconfirmer quand tout rouvrira de façon totalement normale. Mais oui, l'offre culturelle est accessible quasiment à tous à Hong Kong et c'est un gros plus de la destination. D'accord. Et en troisième, ce serait l'ensemble des galeries d'art. Bonjour Cyril. Merci. Parce qu'il y en a un petit peu partout sur le territoire, effectivement, et dans les quartiers, on peut mixer street art, plus découvertes gastronomiques populaires de rue et autres, et justement ces galeries d'art un petit peu plus branchées. Donc à l'image de la destination, vraiment un concentré de diversité sur une petite zone, une petite rue, même au sein de Hong Kong. Stéphanie, vous qui êtes guide depuis 15 ans à Hong Kong, qu'est-ce que les Français qui découvrent le territoire vous disent en premier ? Ils sont en général scotchés. Très scotchés, très surpris. Ils viennent avec l'image, comme disait Christophe, des buildings de la côte nord de Hong Kong et puis ils découvrent un environnement qui est complètement différent, une multiplicité de potentiel sur le territoire et en général ils repartent et ils se disent faut qu'on revienne plus longtemps parce qu'on n'a pas tout fait. C'est une ville étonnante. Vous me disiez en préparant cette émission qu'on peut voir des sangliers dans le métro, des dauphins roses, des plages sublimes, enfin c'est incroyable. Oui, il y a effectivement une faune qui déborde un peu sur le territoire urbain de temps en temps, donc on peut trouver... Moi, ça m'est pas arrivé, mais il y a régulièrement des vidéos qui circulent de sangliers qui se baladent dans les endroits où ils ne devraient pas se trouver. Des serpents dans les maisons, des singes. Enfin voilà, c'est très varié. Et ça très doit être inattendu. très rare quand même. Ça peut arriver, mais ça doit être assez rare quand même. Et quels sont les endroits... Le sanglier, ça arrive. Quelles sont les plages que vous préférez à Hong Kong ? Alors moi, les plages que je préfère, c'est celles qui sont le plus éloignées des routes, parce que du coup, c'est celles qui ont gardé le plus leur côté nature et authentique. Donc j'aime beaucoup les plages de la péninsule de Sai Kung. D'accord. Donc qui est au nord-est du territoire. Donc c'est une zone avec beaucoup de parcs naturels. On en parlait tout à l'heure. Il y en a sur l'île de Hong Kong, mais il y en a énormément sur les nouveaux territoires qui sont urbanisés, mais qui sont pour la plupart du territoire encore complètement naturels. Donc là, il y a énormément de très jolies plages et on n'a rien à envier à la Thaïlande quand on va là-bas. C'est vraiment des plages absolument magnifiques avec justement quasiment personne. Et c'est facile donc d'accès. Alors c'est facile d'accès par la mer. C'est facile d'accès plus ou moins en randonnée. On va dire que parfois ça se mérite. Bon, il y a des très belles plages qui sont accessibles aussi. Je ne veux pas décourager ceux qui n'aiment pas marcher. Moi, j'aime celles où il faut justement marcher parce que c'est un petit peu la récompense à la fin de l'effort. Et puis, ce sont des plages qui sont plus préservées. Mais vraiment, il suffit d'aller sur l'île de Hong Kong. Moi, j'ai des amis à Hong Kong qui vont prendre leur déjeuner sur une plage le midi. Donc, ils prennent leur scooter et en 10 minutes, ils sont sur une plage et ils retournent au bureau ensuite. Si on veut être autonome et indépendant individuellement, on ne va pas louer une voiture à Hong Kong. On va utiliser les transports en commun, c'est ridicule. D'abord, on conduit à gauche en plus. Oui, tout à fait. Non, la voiture, c'est plutôt un handicap. À mon idée, oui, c'est plutôt quelque chose à oublier. Il faut prendre ses jambes et les transports en commun. D'accord. Cyril Delette, vous qui êtes artiste photographe installé à Hong Kong et qui avait créé une galerie il y a 8 ans, quels sont les 3 adjectifs que vous utiliseriez pour qualifier cette ville ? Je trouve que c'est une ville électrique, envoûtante, et une ville qui est organique dans le sens que c'est un peu comme un être vivant à 200 à l'heure et il y a un côté très charnel. Parce que le centre-ville, il y a ces fameux buildings, mais c'est très escarpé, ça monte, ça descend dans tous les sens. Vous avez un building ultra moderne de science-fiction et juste à côté, vous avez entre 2 buildings une petite rue traditionnelle et vous êtes à l'autre bout du monde et on a fait un voyage en l'espace de quelques secondes
dans le centre-ville de Centrale, justement. Et Cyril, où est-ce que vous aimez vous échapper sur le territoire, vous, quand vous voulez sortir un peu de ce côté urbain? Alors, j'ai le même. Je n'habite pas très loin de chez Stéphanie, donc effectivement, le parc national de Sai Kung est absolument magnifique. On prend, comme elle disait, un bateau rapide et on a ces plages merveilleuses. On a la possibilité aussi quand on fait une fête, un anniversaire, on loue ce qu'on appelle une jonque, un bateau, et on va se promener dans les îles, trouver une crique, et on va être au calme, on va se baigner, on va faire la fête, et tout ça dans une bonne humeur et avec une eau très agréable. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on peut parler d'une qualité de vie extraordinaire sur les territoires? Oui, on est très chanceux. C'est une ville très accueillante, facile, où on vit en toute sécurité. Une jeune fille peut se promener à 2 heures du matin dans une tenue indécente et personne lui fera jamais aucune réflexion, elle rentrera chez elle tranquille. Ça fait aussi partie c'est un point important dans la qualité de vie. C'est vrai, ça c'est un point important, la sécurité et puis les relations citoyennes entre les gens. Oui. Quand on se promène dans le métro, c'est très étonnant parce que c'est plus dense que le métro Châtelet à 6 heures du soir. Ouais. Et tout se fait d'une façon très fluide, très respectueuse. Si vous êtes en retard, inutile de courir, vous y arriverez pas, il y a trop de monde. Ouais. Donc, on est à l'heure et tout se passe bien. Et surtout, il y a une fréquence de métro qui arrive très rapidement. Oui, toutes les 2 minutes, vous avez un métro. Est-ce qu'il est facile de s'installer à Hong Kong quand on est français et qu'on veut ouvrir un commerce ou une galerie, par exemple, comme vous l'avez fait? Oui, très facile. Il y a une organisation d'État qui s'appelle Invest Hong Kong, qui est là pour accueillir les investisseurs. Et il y a la Chambre de commerce française qui ne dépend pas de l'État français, qui est financée par les entreprises françaises, qui sont très nombreuses, qui sont très dynamiques. Et beaucoup de Français viennent à Hong Kong, des entrepreneurs, parce que c'est facile de s'installer, de créer une société. On est dans un endroit où il n'y a pas de taxes, donc c'est très favorable, ou très peu de taxes. Et bien sûr, il y a la Chine à côté, qui est une opportunité. Donc oui, c'est facile, et les Français sont de très bons entrepreneurs à Hong Kong. Très bien. Restez avec nous donc, chers amis Sud Radio. On va marquer une petite pause. On se retrouve juste après pour continuer de vous faire découvrir cette destination incroyable qu'est Hong Kong. À tout de suite. L'Office de tourisme de Hong Kong présente Le monde à découvrir. Et avec nos invités ce soir, Christophe Megel qui dirige l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris, qui est avec nous présent sur le plateau. Stéphanie Frossard qui est en ce moment à Hong Kong et qui habite Hong Kong depuis 15 ans. Et puis Cyril Delettre, artiste photographe qui est installé aussi à Hong Kong et en ce moment il nous écoute. Et on les remercie de participer à cette émission. Parce qu'il y a combien de décalage là? Combien? 6 heures? 6 heures. Hein. Oui, 6 heures. Oui, 6 heures. Donc tout va bien. Christophe Megel, on parlait de l'offre culturelle. Est-ce qu'il y a une grande volonté de la part des Hongkongais d'offrir au monde une offre culturelle alors que ce n'était pas le cas avant? Et une vraie politique d'essor culturel? Oui, c'était déjà, on va dire, une plateforme entre l'art traditionnel chinois et les arts occidentaux qui étaient déjà présents, mais de façon un petit peu plus minoritaire à Hong Kong. Maintenant, avec les gros musées d'envergure dont j'ai parlé plus tôt, le M+, et le Palace Museum, on a vraiment une offre internationale de premier rang. Les galeries. C'est ça, et les galeries qui prennent de l'ampleur. On a également le festival Art Basel qui a lieu à Hong Kong tous les ans. Oui, et qui, rappelons-le, est dans 2 autres villes dans le monde. Et à Paris depuis peu. C'est vrai. Donc on en a reparlé, mais on a des grosses foires d'art contemporain et d'art accessible également qui ont lieu à Hong Kong. Donc même le commun des mortels peut s'acheter des très belles œuvres d'art dans le cadre d'une foire à Hong Kong. Par exemple, ouais. L'année prochaine, on veut aller à Hong Kong. Les périodes où il faut s'y retrouver pour les grands monuments ou les grands événements, c'est quoi? Tout dépend de ce qu'on souhaite. L'avantage à Hong Kong, c'est qu'il y a des événements quasiment tout le temps. Et on peut trouver des événements qui nous correspondent un peu tout le long de l'année. En novembre, on a le festival de la gastronomie, donc qui est très cher aux Français en général. On associe les meilleurs vins, notamment français, aux spécialités locales. Donc ça, c'est très intéressant à faire. On a le Nouvel An chinois, selon les années lunaires, souvent fin janvier ou début février. Donc là, c'est le paroxysme des fêtes traditionnelles
avec les décorations, les rituels dans les temples notamment, les rituels familiaux et les spécialités comme le pun choi, qui est une spécialité rurale servie à Hong Kong. C'est quoi le pun choi? C'est quoi ça? C'est une espèce de... Comment dire ça? C'est de la viande, du poisson C'est un mélange de tout. Avec par exemple une couche de viande, une couche de poisson, une couche de légumes. C'est vraiment assez unique en son genre. Mais ça fait partie des plats vraiment généreux à partager en famille dans les grandes occasions comme le Nouvel An chinois. D'accord. Mais à goûter. C'est peut-être pas la chose la meilleure que vous auriez goûté dans votre vie, mais ce sera totalement inoubliable. Oui. Et on retrouve de la gastronomie hongkongaise à Paris? Oui. L'avantage de ces dernières années, c'est qu'on a vu pas mal d'adresses cantonaises et particulièrement hongkongaises qui ont ouvert. Bon, bien sûr, on a le restaurant du Shangri-La à Paris qui est étoilé Michelin, qui est un restaurant cantonais. On a également le Steam Bar, rive gauche à Paris, avec le chef Wong, qui est un chef hongkongais qui fait parmi les meilleurs dim sum qu'on puisse trouver en France. Ah, très bien. C'est où ça, dites-nous? Rive gauche à Paris, le Steam Bar. Le Steam Bar, Steam Bar comme le bar vapeur en anglais. J'y vais ce soir. Voilà, exactement. Et on a également un nouveau petit restaurant qui s'appelle le Bolo Bolo, juste à côté de Bourse à Paris. Parfait, j'irai demain. Avec une décoration de café traditionnel de Cha Chan Teng. Ce sont les cafétérias traditionnelles à Hong Kong qu'on a un petit peu partout pour manger pour une bouchée de pain là-bas. Un petit peu plus cher à Paris à cause du loyer, forcément. Et dernière chose, on a mis en place un food tour de Hong Kong à Paris avec l'influenceuse de No Diet Club, donc le club sans régime. D'accord. Un peu à l'encontre de pas mal de tendances. On adore. Mais elle marche très bien, voilà. Le goût, c'est sa devise. Et elle fait le tour de pas mal d'adresses de spécialités de Hong Kong à Paris quasiment tous les week-ends. D'accord. Stéphanie, où est-ce qu'on admire la plus belle vue sur l'île de Hong Kong et Kowloon? Est-ce que c'est depuis le pic Victoria? C'est un grand classique. C'est ça, on y va en funiculaire, c'est facile. Voilà, et comme vous le disiez en introduction, c'est aussi le moyen le plus facile de se rendre compte de la variété des paysages qu'on a sur le territoire de Hong Kong, puisque côté nord, vous avez le côté urbain, où on a le Victoria Harbour, le nord de l'île de Hong Kong, Kowloon, et si on a de la chance avec la météo, on peut voir quasiment jusqu'à la Chine. C'est top. Et sur le côté sud, c'est la verdure, ce sont les îles, les baies magnifiques. Là, je crois que si j'allais à Hong Kong, moi, c'est la première chose que je ferais, c'est d'aller là-haut pour me rendre compte de la diversité du paysage. Tout à fait. C'est l'idéal pour se rendre compte de la géographie. Exactement. C'est un bon point de départ pour comprendre justement comment le territoire s'est urbanisé. Ça permet aussi de planter le décor d'un point de vue historique et ensuite de comprendre pourquoi habiter à Hong Kong est une expérience aussi agréable et unique. Puisqu'on voit que derrière toutes les habitations possibles, il y a une colline en fait. Vous n'avez pas envie de revenir tout de suite en France, Stéphanie, ça s'entend, hein? Je crois pas, non. Est-ce que c'est intéressant de monter les 268 marches qui nous guident vers le Tian Tian Bouddha, ou est-ce que c'est un truc à faire absolument ou pas du tout? C'est un must. C'est un must aussi, absolument. Ça. Surtout que lui aussi vient de faire peau neuve, il vient d'avoir un super lifting. C'est un immense Bouddha pour ceux qui nous écoutent, qui fait une trentaine de mètres de haut. Oui, c'est le plus grand Bouddha assis au monde. Alors, il y a toujours tout un tas de classements pour les Bouddhas, mais voilà, celui de Hong Kong est vraiment exceptionnel. Il est sur un petit mont, donc en fait, il domine vraiment le paysage dans cet endroit de Lantau. On y accède en plus en télécabine. C'est aussi une expérience absolument unique parce qu'on a des vues magnifiques sur le territoire de Hong Kong. On peut voir Shenzhen, on peut voir Macao. C'est top. On voit toutes ces baies. On est en plus au-dessus de la nature, donc en dessous de nos pieds, on a aussi des petites cascades, les territoires, enfin les trails aussi, tout simplement. Donc c'est vraiment une expérience à ne pas rater. Cyril Delettre, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire du shopping dans les malls? Ce sont ces grands centres commerciaux là qu'il y a un petit peu partout sur le territoire. Alors le mall, c'est un peu la place du village. L'inconvénient, c'est qu'on trouve les mêmes boutiques partout dans le monde. Bien sûr. Oui, mais il y a quand même ce décorum incroyable. Oui. Les grandes marques font des animations, montent quasiment des shows. Il y a très peu de temps le train qui a fait toute une installation avec une gare. C'était très très spectaculaire. C'était l'Orient Express. C'était très très spectaculaire. Et on peut trouver dans les malls, il y a les cinémas, il y a les patinoires. Donc ça, c'est assez surprenant. Pour les fans de shopping, c'est génial quand même, c'est l'idéal. Oui.
vous trouvez toutes les marques. Alors, vous avez certains malls très, très luxe, mais dans les nouveaux territoires, il y a nécessairement des malls partout. Vous avez votre supermarché, le marchand de vin, le marchand d'électronique, la banque, tout. Donc, c'est là que la vie se fait. D'accord. Stéphanie, où est ce village de pêcheurs sur pilotis qui est un peu conservé dans son jus et qu'on peut voir comme ça, au débeauté, au sortir d'une plage? Alors, c'est aussi sur l'île de Lantau. Il y a tout à Lantau finalement, hein. Tout est pas mal, tout est concentré là-bas. Et c'est juste à côté de l'aéroport, donc c'est ça qui est incroyable. C'est nous, on fait des tours parfois, c'est des layover tours, donc on va chercher les gens le matin à 7h, on les ramène à leur avion à 3h de l'après-midi et on leur a montré le Bouddha, on a fait une rando, on a été sur ce village de pilotis. Donc voilà, le village de pilotis, c'est effectivement un village de pêcheurs où les pêcheurs qui habitaient initialement dans leur barque ont finalement migré sur des maisons ou qui au départ étaient en fait des bateaux sur pilotis puis qui se sont transformés plus ou moins en maisons. Mais donc c'est vraiment quelque chose de complètement inattendu qu'on s'attend à voir dans d'autres pays du sud-est asiatique, mais sûrement pas à Hong Kong. Et c'est d'un charme fou. Hein. Là, vous nous faites rêver. On découvre un territoire comme une carte postale, en fait. On ne s'attendait pas du tout à ça. Quand on se dit Hong Kong, on ne s'attendait pas du tout à découvrir des eaux translucides, turquoises, des plages, des villages de pêcheurs avec du poisson qui sèche. Est-ce que les gens sont étonnés de voir ça? Et combien de temps vous conseilleriez à un voyageur de rester sur la destination? Est-ce que 10 jours, c'est bien? Parce que 3, c'est pas assez? 3, c'est pas assez. 3, ça génère de la frustration parce qu'on voit qu'un tout petit bout. Donc, c'est quand même bien de venir 3 jours si on n'a pas le choix. Mais en général, les gens reviennent parce qu'ils se disent qu'il y a vraiment, c'est une destination à part entière. Donc, 7 à 10 jours, c'est beaucoup plus raisonnable pour pas avoir de frustration, pour effectivement voir le côté urbain, le côté nature, avoir la chance d'aller visiter ces centres culturels et notamment la nouvelle offre à West Kowloon qui est vraiment très riche. Et puis c'est bien de ne pas se presser en fait. Hong Kong, c'est aussi une ville, le côté urbain, c'est un endroit où on aime se perdre parce que justement c'est très sûr. On peut naviguer même si on ne parle pas bien anglais, c'est pas un problème du tout. Et dans les traditions qui perdurent encore à Hong Kong, vous me disiez en préparant cette émission, il y a des exorciseuses en centre-ville. Alors ça, c'est le truc étonnant pour les touristes. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des exorciseuses. Donc ça, c'est du côté de Causeway Bay sur l'île de Hong Kong. Quand on a un mauvais karma dans sa vie, soit on sait qui nous fait du mal, soit on suspecte que quelqu'un nous fasse du mal. On va voir ces personnes-là qui tapent sur des photos, qui Incroyable. utilisent des sortes d'incantations pour nous libérer du mauvais sort. Et ça peut marcher si on y croit. Christophe Meigel, à vous de nous parler de votre coin préféré à Hong Kong ou sur les territoires ou un petit peu tout autour. Lorsque vous avez des amis que vous aimez bien, qui vous sont chers, hein, où est-ce que vous les emmenez? J'allais dire ça écho encore. Je suis désolé, mais c'est un tel paradis que c'est l'endroit où je les emmènerai en premier. D'accord. Après, c'est plus une journée type qui les surprendrait le plus. Donc vraiment, se lever le matin, aller prendre un petit déjeuner, une tarte aux œufs ou une gaufre aux œufs, le egg waffle, qui est une des spécialités vraiment issues de Hong Kong. On en voit un petit peu partout maintenant en France, les bubble gaufres ou bubble waffle. Se balader, aller au temple de Man Mo, après prendre le bus ou le métro, rejoindre la côte sud, aller sur la plage, déjeuner en bord de mer, se baigner tout l'après-midi, faire des activités comme du wakeboard ou du paddle. Je parlais d'aller boire un verre à 484 mètres du sol. C'est dans quel palace, ça? Ça, c'est à West Kowloon également. Ah, tout est là-bas. Oui, c'est panoramique, hein, c'est un endroit... Tout est partout, en fait. C'est un peu ce qu'on dit à Hong Kong. Lantau, on a une diversité d'activités qui est assez folle. Bon, il n'y a pas trop d'urbanisation là-bas, c'est très nature. Mais West Kowloon, effectivement, on a une offre culturelle très élevée. On a le Ritz-Carlton Hong Kong, qui est l'un des hôtels les plus hauts du monde, avec un des bars les plus hauts du monde, effectivement, les piscines les plus hautes du monde, fatalement. C'est très intéressant d'avoir cette vue vraiment qui surplombe Hong Kong. Après, on a différents clans, on va dire, ceux qui préfèrent être en contre-plongée, donc vraiment au sol, pour apprécier l'envergure des immeubles qui est assez unique. On se sent vraiment absorbé, happé par l'énergie, par la hauteur, par la profondeur également, tout en ayant le bruit des vagues, les ferries qui voguent devant nous. C'est vraiment très, très impressionnant depuis le sol. Depuis l'altitude, on a une espèce de sourdine, on va dire, ambiante. On a l'impression vraiment d'être sur un nuage. D'accord. Et c'est très intéressant aussi de boire un verre dans ces conditions, effectivement, même si personnellement, je préfère justement être en bas. L'émission se termine sur Hong Kong. Stéphanie, où est-ce qu'on vous retrouve sur le net? Vous avez un site? Oui, tout à fait. hongkongalacarte.com. Très bien. Donc, on vous attend. Avec plaisir. Et Cyril, pareil, où est-ce qu'on voit votre travail sur Internet?
Donc sur le site de la galerie, c'est www.lagalerie.hk ou sur mon site internet www.cyrildelettre.com. Et Christophe, on vous retrouve évidemment à l'Office de tourisme. Voilà, et sur notre site discoverhongkong.com/fr et les réseaux sociaux Discover Hong Kong également. Et vos 3 adjectifs pour qualifier cette destination, pour terminer? Diversifié, accessible et opportunité. Bravo, merci beaucoup d'avoir participé à tous à cette émission sur Hong Kong. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas d'aller y faire un tour. C'est vraiment une destination, on peut dire, féerique avec une qualité de vie extraordinaire et surprenante. À bientôt. Avec l'Office de tourisme de Hong Kong.